Sergino Lokossou, bonjour. Bonjour Ahmed, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Sergino Lokossou, hier mercredi, s'est tenu le premier conseil des ministres après le retour de vacances des membres du gouvernement et au rôle justement des décisions prises au détour de ce conseil des ministres. On peut parler, entre autres, de nominations au niveau de plusieurs ministères. Exactement. Il y a eu des nominations dans plusieurs ministères, on va dire ça comme ça. Ça fait partie de l'une des décisions du Conseil des ministres tenu hier, comme vous l'avez rappelé. On a la nomination qui pourrait frapper plus d'un, c'est celle de Yaya Kayadji, le président du Moël Bénin, qui a reçu encore un autre galon, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est pour renforcer l'administration béninoise que le chef de l'État, notamment le Conseil des ministres, a nommé un certain nombre de cadres dans ces différents ministères pour quand même, et également au niveau de la justice, pour quand même essayer de faire le travail comme cela se doit. On va souhaiter bonne chance à ces cadres qui ont été nommés. On va leur demander également de faire preuve de leurs compétences pour qu'on n'ait pas à reprocher des choses. Donc, pour qu'on n'ait pas à leur reprocher des choses, ils doivent faire le travail avec la conscience professionnelle qu'il faut afin de mériter davantage la confiance du chef de l'État. Je le dis souvent, et je le dis toujours, parce que c'est le chef de l'État, la Constitution donne plein droit au chef de l'État de conduire la politique de la nation, et le chef de l'État ne peut pas tout faire. Il faut qu'ils appellent des cadres pour l'accompagner dans la gestion de la cité. Et je pense que ces personnalités qui ont été choisis par le chef d'État doivent faire preuve de compétence, de probité, comme on le dit, pour quand même bénéficier, pour que leur nom soit inscrit dans le grand livre de l'histoire, comme on le dit, parce que quand vous gérez bien, votre nom est inscrit dans ce grand livre, et c'est quand même votre image, votre personnalité que vous construisez en le faisant, parce que il est toujours bien de bien faire ce qu'on vous confie. Quand on vous fait confiance, il faut travailler à mériter cette confiance. Et je pense que ces cadres vont travailler à mériter la confiance du chef de l'État, la confiance de tout le pays. Et je pense que c'est une très bonne chose de le faire. Maintenant, on va voir si dans les prochains mois, les prochaines années, ils feront vraiment preuve de leurs compétences au sein de l'administration béninoise. Pour mériter justement cette confiance en eux placée par le chef de l'État. Alors, nomination justement au Conseil des ministres, Jacques Kayadji, nouveau directeur des transports terrestres et aériens, l'événement précis. On parle ce matin, Aïssi Jono Diato, nommé secrétaire général de la Cour constitutionnelle. En Conseil des ministres, hier, il a également été décidé de la revalorisation des pensions des retraités de la CNSS. Je pense que c'est une très bonne chose. On va dire comme ça que le chef de l'État prouve à suffisance qu'il est dans la droite ligne de ce qu'il a annoncé lors de son deuxième mandat, le hautement social. Et donc, depuis un certain temps, on constate qu'il prend des mesures qui ont des impacts dans la société, des mesures qui quand même essaient, des mesures sociales en faveur d'un certain nombre de personnes, notamment les retraités. On a eu pour les personnes porteuses d'un handicap. Oui. Maintenant, un peu avant, ce sont les enseignants, les AME. Après, ce sont les retraités. Je pense que les retraités, il faut quand même prendre soin des retraités parce que quand vous êtes à la retraite, vous êtes oublié, vous êtes négligé et le salaire n'est pas souvent consistant. Et donc, je pense que le chef de l'État, en le faisant, c'est pour quand même aider ces retraités qui aussi connaissent les mêmes difficultés que ceux qui travaillent. Nous sommes dans un contexte de récession économique, on parle de cherté de la vie, on parle également de ce que tous les denrées alimentaires coûtent cher, toutes les denrées alimentaires coûtent cher. Ça frappe également les personnes qui sont à la retraite. Je pense que c'est une très bonne chose de revaloriser le salaire. Le salaire qui était à 24 000, je crois, passe à 31 000. Et un certain nombre de salaires, enfin, ont connu également des augmentations de ce côté-là. Je pense que ça rentre dans la droite ligne du hautement social annoncé par le chef de l'État à son arrivée. On espère que d'autres mesures sociales seront également prises en ce qui concerne d'autres couches de notre société, on va le dire comme ça,
c'est une bonne chose. Et espérons que ces travailleurs qui sont à la retraite puissent avoir véritablement leur salaire augmenté d'ici les prochains mois. Oui, on va parler évidemment donc des pensions de ces retraités au niveau de la CNSS. Tout ça donc rattaché au Conseil des ministres qui s'est tenu hier après le retour de vacances des membres du gouvernement. Avec la Nation, on peut également lire ce matin, Sergino Lokossou, assainissement dans le Grand Nokoué, les affichages sauvages et illégaux interdits. C'est une mesure qui intervient après celle que vous connaissez, du refus catégorique du chef de l'État de badigeonner les artères, les arbres à l'approche des fêtes. Je pense que si le Conseil des ministres prend cette décision, c'est pour corriger un certain nombre d'irrégularités constatées dans le Grand Nokoué, notamment les villes du Grand Nokoué, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, et Cécile-Mapodi. Et donc, c'est connu, quand vous circulez dans ces villes-là, il y a les affichages un peu partout sur les poteaux électriques, des endroits où on ne devrait même pas mettre ces affichages. Tel qu'il serait exactement, à la une de la Nation, on est sous l'échangeur. Exactement. De Ganri peut-être, ou de Godomeur, ou de Weiho. Donc, un peu partout, il y a de ces affichages sauvages que nous constatons sur des endroits, des édifices publics de la ville. Et donc, il faut quand même que cela soit respecté. Il faut, pour rendre les villes du Grand Nokoué attrayantes, je pense qu'il est important d'éviter ces affichages sauvages. Il faut le faire dans les règles de l'art. Il faut le faire tout en respectant les consignes données par les autorités. Je pense que c'est une bonne chose pour l'attrait de nos grandes villes, notamment la ville de Cotonou, par exemple. Je le dis toujours, c'est la vitrine du pays. Quand vous quittez l'extérieur, vous descendez à Cotonou. Et je pense que Cotonou doit être bien aménagé. Et il faut éviter ces affichages sauvages qui est constaté, surtout quand vous venez de Tokpa, dans la zone quand vous quittez Porto-Novo et vous venez au niveau de Tokpa, il y a des affichages sauvages, des églises, les concerts qui sont annoncés, on affiche un peu partout. Je pense qu'il faut le faire dans les règles de l'art, il faut le faire dans une certaine norme pour rendre nos villes plus attrayantes. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir que les maires, les préfets puissent quand même faire respecter cette décision pour qu'on n'ait plus à constater d'ici les prochaines semaines ces affichages sauvages que nous constatons sur les édifices publics un peu partout dans les villes du Grand Nokoué, à savoir Ouida, Abomey-Calavi, Cotonou, Porto-Novo et Cécile-Mapodi. Et donc, c'est une très bonne décision. Ça permet de la propriété, ça participe de la propriété de nos villes et c'est très important à mon avis. Il faut essayer de faire respecter cette mesure du Conseil, des ministres. Conseil des ministres, oui. Et j'espère que les autorités locales vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, de connivence avec la police républicaine, s'il le faut, pour que cette mesure soit respectée à la lettre. Il s'agit donc de faire respecter cette mesure à la lettre pour contribuer évidemment à l'assainissement de manière générale dans le Grand Nokoué. C'est une décision donc prise par le pouvoir central, censée être accompagnée évidemment par, disons, les élus locaux. Et à Porto-Novo, justement, nous apprend les 4 vérités. Nyankoti, donc le maire, sensibilise les occupants des trottoirs et terre-pleins centraux pour ce qui est de l'occupation et de dépôt donc anarchique de déchets dans la ville. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut sensibiliser d'abord parce que ce que les populations dénoncent souvent, quand la répression commence, elles crient qu'on n'a pas sensibilisé, qu'elles ont l'habitude de rester au niveau de ces pour exercer leurs activités. Je pense que c'est une bonne stratégie que le maire de la ville de Porto-Novo est en train de décider. Il faut sensibiliser parce que, quoi qu'on dise, le Béninois est très têtu et donc il faut sensibiliser avant que la répression ne commence. Et c'est vrai, pour l'attrait de nos villes, il faut quand même essayer de dégager ceux-là qui utilisent le domaine public. Il faut les dégager pour que nos villes soient plus jolies, belles, attirantes. Nous sommes à Porto-Novo, c'est la capitale économique. Et quand on va rentrer dans cette capitale économique, il faut quand même que les choses soient respectées. Et on constate, il faut vous l'avouer, si vous faites un tour au niveau de certaines artères de la ville de Porto-Novo, vous constatez qu'effectivement, les populations occupent ces artères, les domaines publics sont occupés. Et je pense que de manière anarchique. De manière anarchique, de façon anarchique, il faut se sensibiliser. Je crois qu'après cette sensibilisation-là, il faut passer à la répression. Et ça sera
une bonne chose et que Porto-Novo, qui est la capitale du pays, soit une ville propre. Et sinon, on a toujours reproché à cette ville qu'il y a des endroits qui ne sont pas propres, alors que c'est une ville également très importante pour le Bénin. C'est une commune à statut particulier. Et je pense que le maire de la ville de Porto-Novo a du pain sur autour de la planche, c'est de se sensibiliser dans tous les arrondissements de Porto-Novo avant que la répression ne commence. Et là, on n'aura plus à gérer les récriminations, les propos désobligeants des populations qui crient au chef de l'État quand il s'agit de la répression. Vous allez entendre « Ah, monsieur Talon, président Talon, venez nous sauver, on est en train de nous casser ». Et pour éviter ça, il faut se sensibiliser. Je pense que c'est une bonne stratégie. Au-delà de Porto-Novo, il y a également d'autres villes qui sont concernées par ce même phénomène. Justement, d'autres villes, d'autres communes à statut particulier, d'autres vitrines du pays, comme Cotonou par exemple. Alors à Cotonou, par contre, là on n'est plus forcément à la sensibilisation, à encore l'événement précis qui titre ce matin « Libération de domaine public à Cotonou », une opération de répression annoncée à partir de vendredi. Je pense que Cotonou, les habitants, les populations de Cotonou sont en griffe un peu têtues, on va dire ça comme ça. Parce que quand on a connu un préfet qui quand même a montré sa détermination, n'a eu peur de personne dans cette opération de déguerpissement, de libération de domaine public, quand on a connu ça, je pense qu'on ne peut plus encore se permettre le luxe, le vilain d'occuper encore les espaces publics. Et si ces populations le font, c'est que ces populations vraiment sont têtues. Et je pense qu'après la sensibilisation également, le maire, Lucas Tropo, le maire de la ville de Cotonou, a annoncé également qu'à partir du vendredi prochain, il y aura une opération de répression. Je pense que c'est de bon droit, il faut le faire. Nos villes doivent être propres parce qu'on a reproché, on a tout fait de reprocher qu'il y a la malpropreté sur nos artères et que les déchets sont jetés un peu partout, surtout dans la ville de Cotonou. Il faut que le travail soit constant et permanent, le travail de la propriété. Il faut que dans chaque arrondissement de la ville de Cotonou, que les autorités puissent agir sans pitié pour que la ville de Cotonou soit une ville propre, très propre. Pourquoi je le dis? Parce que c'est la vitrine du pays. Quand vous descendez dans le Bénin, c'est la première ville qui vous accueille. Et donc, il est de bon ton que cette ville soit la plus propre possible et que ça reflète exactement, et que ça reflète également l'image de notre pays, l'image du chef de l'État qui quand même, depuis son arrivée, essaie de travailler pour montrer que nous sommes véritablement à l'ère de la rupture et du nouveau départ, déjà, si vous le permettez, par le style d'habillement du chef de l'État et qui joue beaucoup dans la diplomatie béninoise. Déjà, quand vous descendez à l'aéroport de Cotonou qui a été aménagé, et c'est très attirant tout ça, c'est très beau tout ça. Et donc, quand on quitte l'aéroport, il faut que les autres endroits qui vous accueillent quand vous venez à Cotonou, quand vous venez au Bénin, soient des endroits propres parce qu'il est très important que nous puissions vivre dans un environnement sain et propre. Et donc, pour le faire, il faut dégager des gens qui occupent les espaces publics, qui occupent le domaine public pour que véritablement des projets d'aménagement se fassent de façon constante et régulière pour la propriété de la ville. Parce que, comme je le dis, la construction d'une nation, c'est comme la symbolique de la termitière. Il faut que de la terre soit ajoutée à la terre dans un mouvement continuel. Et donc, c'est un peu ça. La propriété de la ville de Cotonou, surtout dans le Grand Nokoué, doit être un travail permanent. Il ne faut pas seulement prendre des décisions, mais il faut que ces décisions soient suivies à la lettre. Il faut que les autorités à divers niveaux puissent accompagner ces décisions, notamment la police républicaine quand il s'agira de la répression, et que cette répression soit sans pitié, il faut le dire. Oui, c'est vrai, ça va être difficile, mais il faut le faire parce qu'on a besoin de la propriété, on a besoin de vivre dans un environnement sain. Et ça participe également de notre santé, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'il y a des mesures qui ont été prises depuis l'arrivée du chef de l'État en ce qui concerne la santé, l'assurance maladie et tout. Mais il faut quand même que nous puissions, nous, populations, nous puissions travailler à vivre dans un environnement propre, à rendre nos lieux propres, à rendre les artères propres. Parce que l'État, ce n'est pas seulement le chef de l'État, l'État, c'est nous, c'est tous les Béninois dans toutes les contrées du pays qui forment l'État béninois. Et donc, on doit rendre notre État propre, on doit rendre nos villes propres. Et je pense que c'est une très bonne chose pour nous-mêmes et pour l'État en général.
un corps sain, sinon un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Dans un environnement sain. C'est très important. Et enfin, avis à qui de droit que les uns et les autres prennent des dispositions justement pour ne pas avoir à subir les revers de la loi, puisque ça se passe donc à Porte-Nouveau. Alors à Porte-Nouveau, on a encore l'étape de sensibilisation, mais à Cotonou, la répression démarre dans exactement moins de 24 heures, j'ai envie de dire, puisque ce sera vendredi, donc demain. On va faire un petit retour sur le Conseil des ministres très rapidement. Alors oui, il y a eu des nominations, on en parlait tout à l'heure, mais il n'y a pas eu remaniement ministériel. Gasquiani, justement, parle de remaniement ministériel quand même ce matin. Remaniement ministériel, donc, et si Talon créait la surprise? Oui, on l'avait annoncé, il y a eu quand même des rumeurs qui ont cours quand le gouvernement était en vacances. À l'arrivée du gouvernement... Il pourrait y avoir un remaniement. Exactement, et il y avait des analystes qui soutenaient ce remaniement à coup d'arguments, mais le chef de l'État n'a pas fait de remaniement. C'est vrai que c'est peut-être le premier conseil des ministres. On attendra de voir si au cours du deuxième ou du troisième conseil des ministres, il y aura un remaniement. Mais ce que je sais, comme l'a souvent dit le chef de l'État, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il compte encore sur ces chevaliers qui sont encore là. Et c'est lui qui juge de l'opportunité ou non d'un remaniement ministériel. Si jusque-là, il n'a pas encore fait de remaniement, c'est qu'il a confiance encore à ses ministres. Peut-être qu'il est en train de faire ses calculs, qui enlever, qui placer, parce que le remaniement, c'est aussi ça. C'est qui enlever, qui placer. Est-ce que à l'étape actuelle, le chef d'État dispose encore de cadres compétents pour pouvoir remplacer certains ministres qui sont en place? Je me pose la question, mais il y a quand même des cadres compétents qui existent au Bénin. Et le Bénin n'est plus un désert de compétences. Et je pense que si le chef d'État ne l'a pas fait, peut-être qu'il attend encore. Vous savez, le calcul des politiques n'est pas forcément le calcul des analyses politiques que nous sommes. Le calendrier des politiques, ça diffère. Nous faisons des analyses, mais ça revient aux acteurs politiques de prendre ces décisions-là. Je pense que le chef de l'État, s'il ne l'a pas encore fait, c'est peut-être qu'il est en train de faire ses calculs, parce qu'un remaniement, ce n'est pas forcément technique. Hein. Il faut également voir le côté politique du remaniement. Donc, je pense que le chef de l'État sait si bien faire les choses. Il est en train de voir quel cadre placer, quel cadre de quel parti politique il faut placer également, parce que c'est également ça. Le remaniement n'est pas que technique, n'est pas que le cadre compétent et tout, mais il faut quand même que le cadre sorte d'un parti politique aussi. C'est une possibilité. Peut-être que le chef d'État est en train de réfléchir à tout ça. Peut-être que pour le moment, il ne voit pas encore l'opportunité d'un tel remaniement. On attendra de voir, mais on sait qu'il y a des noms qui circulent beaucoup en ce qui concerne ces remaniements. Il y a des postes ministériels. Quels sont les postes qui, selon vous, pourraient connaître justement de changements? Quels sont les ministres qui pourraient sortir? C'est difficile de le dire. C'est difficile de le dire. Pour ne pas... Non, je pense que ce qui est... Ne pas, quoi, donner des insomnies à Doka? En tout cas, mais... Donner de l'insomnie à Doka? J'ai rencontré un analyste politique, un confrère à moi, qui me disait que à l'arrivée de Bazoum, que si on regarde bien, à l'arrivée de Bazoum, les ministres, justement, au moment, rangé par rangé, on est en train au moment où deux rangées ont déjà été touchées. On a déjà touché. C'est le tour. Donc, je pense que je ne vais pas citer de nom, mais je sais que ça revient au chef de l'État quand même de voir si à qui faire confiance, qui enlever, qui ne lui donne plus sa satisfaction en ce qui concerne la gestion au sommet de l'État. On attendra de voir si véritablement il va remanier. Mais ce qu'on sait, à l'approche d'une élection aussi importante que les élections générales, il faut quand même faire un remaniement. On estime bien. Mais le chef d'État, il est ce qu'il est. Parfois, il ne se fie pas à la rumeur, mais nous sommes au Bénin, quand il y a des rumeurs comme ça, ces rumeurs finissent cela finit par se confirmer. On espère bien de voir ce que ça va donner, si véritablement il va remanier, s'il ne fera pas de remaniement également. On est là pour constater, on fera les analyses et les commentaires en son temps.
Des analyses justement et des commentaires ont été faits, surtout commentaires par rapport au décès de Martin Ronga, le jeune donc, de Révier, depuis quelques jours. La presse en parle. Et enfin, une réaction donc, de la police républicaine et pas que. Le quotidien Les 4 vérités titre ce matin suite au décès de Martin Ronga Révier, le tribunal de Calavi et l'inspection technique ouvre une enquête. La police républicaine appelle les populations au calme. Oui, je pense que la police est sortie de son mutisme. La police a finalement réagi. Parce qu'on se disait, à quand la réaction de cette police républicaine? On a eu même à dire que parfois la police montre, la police tout tourne en rond et montre que la mission, cette mission à lui confiée par le peuple est en train de la dépasser. Je pense aujourd'hui que ce qui est important, ce n'est pas de rassurer, mais c'est de véritablement situer les responsabilités. On peut peut-être reprocher à cette police de ne pas vite prendre cette décision, de ne pas vite sortir sur ce communiqué, de réagir pratiquement une semaine et plus après le décès du jeune. Et ce qu'on sait, c'est que la police ne s'est vraiment pas prononcée sur une bavure policière. Elle a juste présenté ses condoléances à la famille éplorée. Elle a juste rassuré le peuple, mais on voudrait qu'elle aille au-delà. C'est vrai que une enquête judiciaire également a été ouverte, donc on attendra de voir. Mais ce qu'on sait, c'est que le corps serait à la morgue de Ouidah, et donc on sait véritablement où se trouve le corps du jeune. Je pense que c'est quand même un gage, ça donne une certaine assurance à la famille éplorée, et donc il faut véritablement que la police puisse continuer l'enquête qui a été ouverte et que cette enquête puisse aboutir sur les tenants et les aboutissants de ce crime, on va dire ça comme ça, et qui quand même continue de faire, de créer des insinuations, des commentaires sur les réseaux sociaux. On attendra de voir ce que ça va donner. Mais déjà, il faut dire que c'est rassurant, même si c'est arrivé un peu tard, ça rassure déjà. On sait déjà qu'il y a une voix officielle, il y a eu un communiqué officiel qui vient de la police républicaine, qui vient un peu pour, même si les faits n'ont pas été évoqués dans ce communiqué, on sait qu'il y a un communiqué qui vient de la police républicaine et c'est un peu rassurant, on va dire ça comme ça. Et donc, on espère que véritablement, les responsables de ce crime-là seront connus et que la famille fera le deuil. On remettra en son temps le corps à la famille pour que la famille puisse faire l'enterrement, le deuil comme cela se doit. Autre fait d'actualité abordé par la plupart des quotidiens ce matin, mais on va rester avec le quotidien Le Matinal tout simplement, puisqu'il en parle aussi. Assistance fonctionnelle des partis politiques au Bénin. La Sénat en mission de suivi et de contrôle dès demain. Je pense que c'est une très bonne chose. Il faut véritablement contrôler comment ça fonctionne au niveau des partis politiques, parce que je ne vous apprends rien. Les partis politiques bénéficient des fonds du contribuable béninois. Et oui, donc, bien sûr, pour ceux qui ont des élus, exactement, au niveau du Parlement, au niveau du Parlement, bénéficient des élus locaux. Donc, exactement, bénéficient des fonds du contribuable. Et ceux qui n'ont pas encore ces fonds, il faut véritablement voir si ça fonctionne réellement, si ce n'est pas des partis qui ont des bureaux dans le sac ou qui ont seulement comme président et puis on n'a pas de siège. Je pense que c'est une bonne chose. Ça participe de l'animation de la vie politique. Il faut véritablement que les partis puissent s'organiser comme cela se doit, s'organiser tel que prévu par les tests de la République. Il faut véritablement voir comment ça fonctionne au sein de ces partis qui bénéficient déjà des fonds de l'État, ces partis qui ne bénéficient pas encore de fonds d'État, voir comment ça fonctionne au sein de ces partis pour que, en son temps, on puisse véritablement leur accorder les fonds quand ils auront des élus dans les grandes instances, notamment au Parlement, dans les mairies et consorts. Je pense que c'est une très bonne chose. Il faut que la Sénat puisse véritablement jouer ce rôle-là pour essayer d'évaluer un peu, pour voir si ça respecte les normes en matière les normes prévues par les textes de la République. C'est une très bonne chose à mon avis. Il faut également, parce que c'est aussi ça, l'animation de la vie politique. Il ne suffit pas à un dirigeant de venir crier devant les médias pour dire tel ne marche pas. Mais il faut qu'en leur sein, il y ait une véritable organisation. Oui, et c'est ça qui permet quand même d'aller
aux élections et de gagner, il faut une organisation d'abord au sein du parti, une bonne organisation au sein du parti, et ça permettra également au parti, partie de cette organisation pour pouvoir créer un ancrage sur tout le territoire national, parce qu'il y a des partis qui existent, ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils sont des partis qui existent seulement à Cotonou. Dans d'autres villes, on ne voit pas ces partis-là. Et un parti politique, l'animation de la vie politique ne s'arrête pas à Cotonou, c'est dans toutes les communes du pays. Donc, il faut que ces partis puissent avoir un ancrage dans toutes les communes du pays, et je pense que ça sera une bonne chose. On n'est pas à voir des partis qui ont des résultats zéro, score zéro aux élections, même aux élections à la base, ils n'ont rien. Ça prouve que véritablement, on se demande si à l'ULI, on se demande si véritablement il y a une organisation au sein de ces partis politiques-là. Et je pense que la Sénat, en le faisant, va peut-être leur donner des conseils qu'il faut, va peut-être voir comment ça s'organise. Et quand ce n'est pas bien fait, il faut le leur dire. Et si possible, s'il faut qu'ils arrêtent, ils n'ont qu'à arrêter, parce qu'on a besoin de l'animation de la vie politique. L'animation de la vie politique ne se limite pas à dénoncer, mais il faut organiser des universités de vacances, par exemple, pour les jeunes, pour montrer aux jeunes qui veulent rentrer dans la politique comment il faut faire. Je pense que ça c'est du ressort des partis politiques. Et on ne peut pas le faire. Les partis politiques ne peuvent pas le faire s'il n'y a pas une bonne organisation en leur sein. Et je pense que la Sénat, c'est ce que la Sénat veut faire, voir véritablement si ces partis existent réellement et si ces partis n'existent pas seulement sur les médias, parce que leurs présidents sont souvent reçus par les médias. On va voir si ces présidents qu'ils ont reçus, si leurs partis ont des sièges au moins, ont des assises dans toutes les communes du pays, et je pense que c'est une très bonne chose. Avec le matinal, parlons également d'un autre sujet. À l'entame de l'émission, je parlais de rupture de coopération militaire notamment avec le Niger. Ici, on va parler plutôt de renforcement de coopération, mais économique cette fois-ci. Visite du DG Douane du Bénin au Nigeria. Un retour de quoi, je ne vais pas dire de bâton, mais de médaille peut-être, je ne sais pas si ça se dit. Oui, puisque le DG Douane du Nigeria était au Bénin il y a quelques jours. Exactement. Donc je pense que c'est, comme vous l'avez dit, c'est dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre ces deux pays. Vous allez voir, depuis l'arrivée du nouveau président de la République, enfin, fédérale du Nigeria, Bola Tinubu, il y a quand même que les relations entre le Bénin et le Nigeria deviennent de plus en plus sérieux, on va dire. On voit souvent le chef de l'État béninois aux côtés du chef de l'État du Nigeria sur beaucoup de dossiers. On les a vus ensemble. C'est la preuve que les relations qui n'étaient pas au beau-fils sont en train d'être au beau-fils, on va dire ça comme ça. C'est la preuve également que le Bénin a compris que il doit profiter du Nigeria, qui est un grand voisin, le Nigeria qui est un poids économique sur le continent, il faut l'avouer. Rester à côté d'un géant comme ça et ne pas bénéficier d'un certain nombre de choses, je pense que c'est mauvais. On a souvent reproché à l'économie béninoise de rester à côté de celle du Nigeria et de ne pas évoluer, parce que le Bénin et le Nigeria, c'est pratiquement les mêmes nations, c'est pratiquement les mêmes histoires. Quand vous allez à Porto-Novo, il y a des commerçants, des grossistes qui reçoivent on échange avec la monnaie du Nigeria, on va dire ça comme ça. Et je pense que le Bénin doit profiter de tout ça, le Bénin doit profiter de ce géant. Et je pense que la visite du DG Douane du Bénin au Nigeria doit rentrer dans le cadre de développement de l'économie, des liens économiques entre ces deux pays, entre ces deux nations. Et je pense que le Bénin doit travailler à profiter également de la population du Nigeria, qui est quand même un atout pour le Bénin, parce que le Bénin est juste à côté du Nigeria. Il faut quand même développer les stratégies économiques qu'il faut pour quand même véritablement profiter du Nigeria, pour que les frontières qui sont poreuses, les frontières enfin, qui sont utilisées de façon anarchique par des commerçants véreux, il faut quand même qu'on arrive à organiser tout ça pour qu'il y ait des tasses au niveau de ces deux pays-là, pour que les liens économiques soient renforcés, pour que les produits quittant le Bénin pour le Nigeria puissent être bien écoulés au Nigeria, pour qu'il y ait quand même un certain nombre de choses. Parce que quand on parle de la douane, il faut quand même voir de l'argent, des millions et des milliards. Et donc, il faut quand même organiser pour que le Bénin puisse bénéficier, puisse profiter véritablement du Nigeria comme cela se doit, et que véritablement les liens soient renforcés au-delà
des liens politiques, que les liens économiques soient renforcés, que on facilite le commerce entre les Béninois et les Nigériens, parce qu'il y a des Béninois qui font leur commerce au Nigeria, il y a des Nigériens également qui font leur commerce au Bénin. Il faut faciliter la fluidité, la mobilité de nos commerçants, du commerce entre le Bénin et le Nigeria. Je pense que les deux nations vont sortir gagnants, comme le dirait un ancien président de notre République, un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Entre les deux pays, ça sera une bonne chose. Avec la boussole, lueur d'espoir peut-être pour les défenseurs de la liberté d'expression, médias, la Cour statue ce jour sur la suspension de la Gazette du Golfe. Oui, je pense qu'on ne va pas demander mieux. Ce qu'on va demander, c'est qu'il y ait quand même... on puisse avoir, les autorités puissent quand même avoir un cœur par rapport, enfin, puissent faire parler leur cœur. C'est vrai qu'on reproche à ce média un certain nombre de choses, mais quand on ferme un groupe de presse, c'est que c'est la restriction de la liberté. On ferme la liberté, on va dire ça comme ça. Et au-delà de la fermeture du groupe de presse, ce sont les journalistes qui sont à la maison. C'est toute une chaîne, on va dire ça comme ça. Bien sûr, surtout quand on sait qu'on est dans un contexte de rentrée scolaire. Exactement, exactement, parce que je ne... d'imaginer les peines de ses parents, de ses confrères, on va dire ça, de ses confrères, parents d'élèves, par là même donc de leurs enfants. Donc c'est vrai qu'on reproche à ce média un certain nombre de choses. On espère que après cette audience, une bonne décision sortira. La bonne décision, c'est peut-être qu'on ouvre, permettre à ce média d'exercer la réouverture du groupe de presse, la Gazette du Golfe, en le faisant donner du travail à nos confrères qui sont peut-être à la maison, qui, comme vous l'avez dit, qui ont peut-être des difficultés, parce que nous sommes à la veille de la rentrée, et ils sont des pères et mères de famille aussi, et donc il faut penser à tout ça. Je pense que c'est une bonne chose. Et également, l'autre chose qu'il faut penser, c'est que nous sommes au Bénin, et on a souvent reproché cette régression de la liberté de presse. C'est vrai qu'on reproche un certain nombre de choses. Il faut essayer de voir également comment faire pour ne plus restreindre les libertés de presse, pour fermer la bouche aux journalistes. C'est mauvais en griffe, et Reporters sans frontières va passer par là. Et donc, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Et il revient également à nous, journalistes. C'est vrai, il faut décrire, mais il faut que nous puissions prendre nos responsabilités comme cela se doit, faire le métier dans les règles de l'art. Avec le professionnel qu'il faut, avec la conscience également professionnelle qu'il faut, parce que c'est vrai, on fait un métier très délicat. C'est comme conduire une voiture, un accident peut survenir à tout moment. On ne le souhaite pas, mais déjà, faisons l'effort de faire notre travail avec professionnalisme pour qu'on n'ait pas de reproches à nous faire. Et donc, je pense que cette suspension de ce média, du groupe de presse, la Gazette du Golfe, doit être un indicateur fort pour nous, acteurs des médias, de jouer véritablement notre rôle comme cela se doit, et que de ne pas tomber sous le couvert, enfin, ne pas tomber sous le couvert de la loi, de ne pas violer la loi, parce que la loi, elle est impersonnelle, la loi s'applique à tout le monde. C'est vrai, on a beau être journaliste, mais nous sommes dans une république, et la loi, elle est impersonnelle, elle s'applique à tout le monde, que vous soyez président de la République, ministre, journaliste ou dans une autre corporation. Quand vous tombez, la loi, on vous applique la loi, et donc on va souhaiter que les autorités puissent quand même essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Je ne dis pas forcément de voir dedans, mais je dis que... Mais il faut voir dedans. C'est de voir. Tant qu'à parler de liberté d'expression, parlons liberté ici. Quelqu'un justement qui est privé de sa liberté depuis quelques petites années maintenant, Joël Aïvor, avec le quotidien L'Audace Info, on peut lire ce matin, Joël Aïvor, où le sauveur des détenus œuvrant donc à la libération de plusieurs prévenus oubliés dans les couloirs de la mort de la prison de Cotonou. Je pense que Joël Aïvor, vous le connaissez, éminentissime professeur de droit, il a quand même, il sait se rendre utile. Il faut dire ça comme ça. Depuis avant son arrestation et après son arrestation, on a constaté qu'il veut se rendre utile. Il a aidé un certain nombre de détenus à recouvrir la liberté. Je pense que c'est fort, c'est très fort. Il pouvait rester dans sa cellule, ne rien faire les bras croisés, mais au-delà,
on a su que on savait qu'il accompagnait déjà ses étudiants depuis depuis la prison. Et l'autre chose qu'on a appris maintenant, c'est qu'il a commencé par aider également donc à la libération. Je pense que c'est un point fort pour Joël Aïvo. Je le dis ça comme ça, un point fort de ce que il sait se rendre utile avant son emprisonnement et même pendant son emprisonnement, il continue d'aider ce peuple-là. Je pense que c'est une très bonne chose. On va souhaiter que la loi d'amnistie tant prônée par les opposants, tant souhaitée par les opposants, soit une réalité pour quand même voir un jour cet éminent professeur sorti de la prison. Je pense que, comme les acteurs politiques le disent souvent dans leur discours, la nation a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour son développement. Je pense que Joël Aïvo fait partie également des acteurs de ces enfants dont le Bénin a besoin. Notamment dans nos universités, on a besoin enfin, de la compétence grise exactement, de cette éminence grise que constitue le professeur Joël Aïvo. On a besoin de lui dans nos universités et je pense que les autorités savent faire ce qu'il faut au moment où il le faut et on espère qu'elles le feront. Là aussi, elles n'ont qu'à voir dedans. Non, on ne dit pas forcément de voir dedans, mais de prendre des mesures qu'il faut pour quand même essayer de voir dedans. En définitive, c'est de ça qu'il s'agit. Pour que les étudiants puissent continuer par bénéficier des cours de ce professeur de droit, très éminent professeur de droit. Il faut l'avouer. Allez, avec l'Audace Info, on apprend aussi qu'il y a vacances de poste depuis plusieurs mois à la mairie de Parakou, notamment le Parakou qui sera donc son premier adjoint au maire. Non, je pense que ça fait partie de la décentralisation. On ne connaît pas pour le moment les raisons, mais je pense que les lois de la décentralisation ont prévu, dans le cas d'espèce, s'il y a vacances du premier adjoint au maire, ce qu'il faut faire, je pense que les lois de la décentralisation l'ont prévu. C'est une bonne chose pour notre confrère de l'annoncer. Maintenant, je crois que le préfet va faire cela, ce qu'il doit faire, prendre ses responsabilités, conformément aux lois de la décentralisation. Que l'information vérifiée. Conformément aux lois de la décentralisation, afin que le poste ne soit plus vacant et que ça soit organisé dans les délais pour qu'on ait quand même un acteur au sein qui va occuper ce poste-là. Ça sera pour le bien de la commune de Parakou. On finit cette rubrique de l'émission par deux petits sujets très rapidement. À la une de Gaskiani Info. Gaskiani Info qui parle des jours publics sur les routes par exemple et propose en page 4 les sanctions prévues par la loi en la matière. Il est vrai que sur nos axes routiers, c'est fréquent, et c'est récurrent. Et à la moindre bêtise, on vous insulte. Ce n'est pas bien. Parfois, vous vous demandez en fait si la personne qui vous insulte pourrait réellement vous insulter si vous vous retrouvez face à face. Exactement. C'est-à-dire que parfois on est sur sa moto et donc puisqu'on sait qu'on est en déplacement, on se permet d'insulter et puis on s'enfuit. Je pense que ça participe de l'éducation. Quelle éducation donne-t-on aujourd'hui à ces gens qui insultent? Et évidemment, comme ça, sur la voie. Quand on parle d'insultes sur la voie, on n'a rien contre nos amis Zémi-Djaman. Non, ou encore nos amis Tokwa ou apprentis de ces Tokwa, mais on sait qu'en la matière, ce sont les champions. Ce sont les champions. Vraiment, ils sont les champions. Et ils vous insultent comme si vous connaissiez avant, et puis ça fait mal. C'est comme j'ai coutume de le dire, on a l'impression que parfois il y a une école de formation spécifique à la matière, à laquelle justement donc, ils vont avant de devenir apprenti Baka, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ou apprenti Tokwa. Ils ont l'insulte facile. Oui, surtout. Facile. C'est vite arrivé. Et c'est pareil pour nos amis Zémi-Djaman, malheureusement. Ils sont champions à la matière. Je pense que c'est une très très bonne chose. Il ne faut pas insulter. Maintenant, je me dis comment on pourra appliquer, parce que ce sont des gens qui sont souvent en déplacement. Le Zém qui s'insulte, est-ce que toi qui veux aller au boulot, est-ce que tu pourras te retourner pour aller le rattraper? Je pense que ça soit un peu compliqué d'appliquer cette en tout cas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a, le problème est réel, les gens insultent beaucoup. Il faut faire une sensibilisation. Je pense que partie de la sensibilisation, c'est-à-dire organiser des émissions sur les radios de la place, les radios commerciales, communautaires ou sur tous les médias, et organiser des séances de sensibilisation pour montrer que ça n'est pas bien d'insulter sur la voie. Parce que la plupart du temps,
vous ne connaissez pas celui que vous insultez. C'est ça. Et c'est très mauvais. Surtout aux Zem qui ont, à nos amis émigrants qui ont l'insulte très facile. Très facile, trop facile même. Trop facile, ils ne savent pas celui que vous insultez. Vous ne connaissez pas la capacité de nuisance de celui que vous insultez. Parfois, vous insultez des autorités et puis après, on peut vous conduire. J'ai cette anecdote à partager avec vous. La dernière fois, je faisais une petite marche au quartier. Et donc, en face de la mairie de Calavi, je tombe sur une situation où il y a un Zem, d'accord, qui était voilà, en pleine dispute avec sûrement un client, d'accord. Et à un moment donné, le client lui dit touche-moi, fais l'erreur de me toucher et plus jamais de ta vie, tu ne porteras d'habit, tu passeras tout ton temps à mendier. Alors, ça, c'est une traduction en français, parce qu'il a dit enfant, en fait. Oui, et enfant, c'est encore plus, plus touchant, plus pesant. C'est-à-dire, fais l'erreur de me toucher, ne serait-ce qu'une fois, et plus jamais de ta vie, tu ne porteras d'habit, plus jamais de ta vie. Donc, de toute ta vie, tu passeras ton temps à quémander, à demander, à chercher à manger. Et juste après cela, figurez-vous que le Zem, il s'est retourné tranquillement. Oui, c'est comme ça. Il a pris sa moto et il est parti. C'est comme ça. Alors, c'est pour dire que oui, parfois, en public ou sur nos routes, on insulte, mais on ne connaît pas la capacité de nuisance. Ce n'est pas pour encourager le fait que ce monsieur ait menacé le Zem de cette manière ou pour encourager le fait qu'il faut aller faire peut-être des pratiques occultes pour s'en prendre à autrui, mais il faut faire attention à tout cela. Et en tout cas, en termes de sanctions, le quotidien Gascani Info propose des détails en page 4, sanctions prévues par la loi en la matière. Pour finir très rapidement, avec Gascani Info toujours, je parlais de ce deuxième sujet, messages vocaux, une méthode diversement appréciée. C'est sûrement en rapport avec les réseaux sociaux. Ouais, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez, les messages vocaux, vous en faites ou pas? Oui, j'en fais, mais pas très souvent. D'accord. Je n'ai rien contre parce que pourquoi je n'en fais pas souvent, c'est vite fait. On peut transférer. On peut transférer, oui. Votre voix à d'autres personnes. Et je ne le fais pas parce que nos téléphones sont des téléphones intelligents. À des moments donnés, une petite fausse manipulation, ça renvoie l'audio à qui vous ne voulez pas forcément. Qui vous ne voulez pas forcément renvoyer. Moi, je n'ai rien contre. Parce que tous ceux-là, tous les utilisateurs des réseaux sociaux ne sont pas forcément des intellectuels. Il y a des analphabètes, il y a les femmes du marché qui ne parlent que la langue locale. Et donc, pour faire des messages, ils utilisent les notes vocales. Les notes vocales. Donc, je pense que ça n'est pas mauvais. Maintenant, si le quotidien en parle, c'est que sûrement ça crée. Oui, vous savez qu'il y en a qui n'aiment pas, justement qu'on envoie des notes vocales. Moi, je pense que je ne fais pas souvent, j'en fais rarement les notes vocales. Je préfère écrire, j'aime écrire, je préfère écrire. Et donc, je n'ai rien contre moi, mais si ça doit créer des problèmes, il faut quand même les éviter parce que quand vous parlez d'une situation, par exemple, à un proche, le proche peut transférer pour dire c'est ce que Sergino vient de m'envoyer, tu vois, et il faut faire très attention. Merci à vous, Sergino Lokosso.